Le matin était clair et froid, typique d'un mois de mars à Munich. Je suis arrivé au bureau comme toujours, quelques minutes avant 8 heures. Le café sentait fort. Les écrans s'allumaient lentement. Le silence du service comptable était presque rassurant. Je m'appelle Claire Martin, 33 ans, conseillère financière dans une entreprise de taille moyenne près de l'Odeonsplatz. 8 ans dans la même société. Jamais en retard. Jamais malade. Jamais absente. Les chiffres étaient ma langue. Précis. Logique. Maîtrisable. Contrairement aux gens. À 9h30, le monde a commencé à basculer. Une légère chaleur derrière les yeux. Un vertige. Je me suis dit, ce n'est rien, juste un coup de fatigue. J'ai bu de l'eau. J'ai ouvert la fenêtre. Puis tout est devenu noir. Quand j'ai rouvert les yeux, une lumière blanche me brûlait la rétine. Un bip régulier résonnait quelque part. L'air sentait le désinfectant. Un médecin était penché au-dessus de moi. « Madame Martin, vous m'entendez ?» J'ai hoché faiblement la tête. « Vous avez fait un malaise sévère. » « Épuisement, probablement. » « Nous avons prévenu vos parents. » « Ce sont vos proches les plus directs. » « Mes parents. » J'ai respiré profondément. « Merci. » 2 heures ont passé. Puis 3. Personne n'est venu. Le soir tombait sur l'hôpital de Bogenhausen. Une perfusion coulait lentement dans mon bras. La chambre était silencieuse, trop silencieuse. J'ai demandé à l'infirmière. « Est-ce que quelqu'un a appelé ?» Elle a hésité. « Votre entreprise a pris des nouvelles. Ils voulaient savoir comment vous alliez. » Je l'ai regardé. « Ma famille ?» Elle a secoué la tête. « Personne. » J'ai souri. Un sourire mécanique. Au fond de moi, ce n'était même pas une surprise. Cela faisait des mois que nous parlions à peine. Vers minuit, j'ai pris mon téléphone. Aucun appel. Aucun message. Juste une notification Instagram. Ma sœur, Sophie, m'avait identifiée sur une photo. Je l'ai ouverte. Elle. Mes parents. Un lac. Des sourires larges. Presque parfaits. En légende. Journée en famille. Sans drame. Je suis restée immobile. Mon cœur battait trop vite. Puis j'ai reposé le téléphone sur la table. Et j'ai murmuré. D'accord, j'ai compris. Le lendemain matin, le chef de service est venu me voir. Vos constantes sont stables. Mais vous restez quelques jours. Repos, sommeil, moins de stress. Ce n'est pas une suggestion. J'ai acquiescé. Je peux passer un appel ? Il a souri. Seulement si vous promettez de ne pas répondre à vos mails professionnels. Je n'ai pas appelé chez moi. J'ai simplement envoyé un message à ma collègue. En arrêt maladie. Je vous recontacter quand je peux. Puis j'ai posé le téléphone. Et j'ai regardé la lumière du soleil glisser lentement sur le mur blanc. 2 jours sont passés. Je lisais. Je dormais. J'écoutais le bip des machines. Personne ne venait. Pas de fleurs. Pas de message. Pas un « comment tu vas ?» Le 3e jour, au moment où le soleil disparaissait derrière les immeubles, l'infirmière m'a demandé. « Voulez-vous que j'essaie encore de joindre vos parents ?» J'ai réfléchi quelques secondes. Non, laissez tomber. L'absence est parfois une réponse. Le 4e jour, je me suis levée. Encore faible, mais lucide. Dans le couloir, j'ai croisé des familles qui riaient doucement autour des lits. Des enfants qui tenaient la main de leurs parents. Des bouquets colorés. Dans la salle commune, une vieille dame lisait son journal. Elle m'a souri. Reposez-vous bien. Vous avez eu de la chance de tomber à temps. Mon fils a ignoré les signes trop longtemps. Sa voix était neutre. Factuelle. Presque froide. J'ai hoché la tête. En Allemagne, on parle de la maladie sans détour. Sans pitié. Juste avec réalisme.
De retour dans ma chambre, j'ai repris mon téléphone. Toujours rien. Je suis retournée sur Instagram. La photo de ma sœur avait déjà plus de 300 mentions j'aime. Commentaires. Quelle famille magnifique. Vous avez l'air si heureux. Puis un commentaire d'une ancienne camarade de classe. Et Claire? Elle ne vous manque pas? Réponse de Sophie. Claire aime le drame. Nous, on aime la paix. J'ai posé le téléphone. J'ai fermé les yeux. Ça faisait mal. Mais cette douleur avait quelque chose de clair. Comme une lumière crue qu'on ne peut plus ignorer. Le soir, l'infirmière m'a apporté du thé. Vous avez de la visite? J'ai secoué la tête. Personne. Elle m'a offert un sourire triste. Alors ce soir, je serai votre visite. Nous avons parlé de livres. De la pluie à Munich. Des petits cafés près de l'Isard. Et j'ai compris quelque chose de simple. Il faut parfois très peu pour se sentir vu. Une conversation sincère peut valoir plus qu'une famille entière construite sur des mensonges. 3 jours plus tard, j'ai pu rentrer chez moi. Mon corps allait mieux. Ma confiance, beaucoup moins. Je suis montée dans un taxi. Devant mon immeuble, mon téléphone a vibré. Je ne l'ai pas regardé. Je voulais d'abord respirer. Prendre une douche. Dormir. Revenir à moi. Mais le lendemain matin, au petit déjeuner, le téléphone s'est mis à vibrer sans arrêt. Je l'ai pris. 75 appels manqués. Tous du même contact. Maman, papa. En dessous, un message de mon père. Nous avons besoin de toi. Rappel immédiatement. Le café a refroidi dans ma tasse. Je fixais l'écran. Je pouvais rappeler. Mais je savais qu'en appuyant sur ce bouton, quelque chose changerait pour toujours. J'ai laissé le téléphone tomber sur la table. Quand les gens ont besoin de toi uniquement quand tu ne fonctionnes plus comme avant. Ce n'est pas un accident. C'est un schéma. J'ai bu le café froid. Puis j'ai ouvert le message. Nous avons besoin de toi. C'est urgent. Pas un mot sur ma santé. Pas une excuse. Juste l'urgence. Et pour la première fois de ma vie, j'ai choisi le silence. À midi, je me tenais devant la fenêtre de mon appartement. Il pleuvait sur Munich. Une pluie fine, froide, presque discrète. Une semaine plus tôt, j'étais encore penchée sur des tableaux Excel, persuadée de tout maîtriser. Aujourd'hui, la seule chose que je contrôlais, c'était mon silence. La sonnette a retenti. 1 fois. Puis 2. Puis 3. Je me suis approchée de la porte et j'ai regardé par le Judas. Ma mère. Je suis restée immobile quelques secondes avant d'ouvrir. Elle était pâle. Son maquillage avait coulé sous ses yeux. Claire, enfin. Sa voix tremblait. Qu'est-ce qu'il se passe? Ai-je demandé calmement. Elle a avalé sa salive. Ton père a besoin d'aide. C'est sérieux. Je l'ai laissé entrer. Sérieux comment? Elle a évité mon regard. Le fisc, il contrôle l'entreprise. D'anciens dossiers. Il fouille tout. Tu comprends ces choses-là, tu travailles dans la finance. Je l'ai fixé. Donc vous m'appelez quand le fisc arrive, mais pas quand l'hôpital appelle? Ses lèvres ont tremblé. On pensait que ce n'était pas si grave. Sophie disait que tu exagérais. Un rire m'a échappé. Sec. Vide. Dès maintenant? Maintenant, on a besoin de toi. Juste quelques documents. Tu peux arranger ça. Je me suis reculée d'un pas. Je ne suis plus votre service après-vente. Claire, s'il te plaît, si ton père est poursuivi, ça nous touchera tous. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Alors qu'ils répondent. Comme moi j'ai attendu une réponse à l'hôpital. Elle a ouvert la bouche. Aucun mot n'est sorti. Quelques secondes plus tard, elle est partie. Et pour la première fois, je n'ai pas tremblé. 2 jours plus tard, mon téléphone a sonné. Mon patron. Claire, tout va bien?
Prends le temps qu'il te faut. Merci. Je reviens la semaine prochaine. J'avais besoin de routine. De chiffres. De choses qui obéissent aux règles. Mais la tranquillité n'a pas duré. Le vendredi, une enveloppe m'attendait dans la boîte aux lettres. Expéditeur, Finanz en München, le service des impôts de Munich. Mon cœur s'est serré. Je l'ai ouverte. Demande d'information dans le cadre d'un contrôle fiscal. Entreprise Martin Consulting. Propriétaire, Philippe Martin. Mon père. Ils avaient indiqué mon adresse professionnelle comme contact secondaire. Comme s'ils espéraient que je m'en occupe. Je me suis assise. Ce n'était plus une simple demande d'aide. C'était autre chose. J'ai appelé un avocat spécialisé en droit fiscal, un contact professionnel recommandé par un collègue, Maître Keller. Sa voix était posée. Madame Martin, si vous n'avez rien signé, vous n'êtes pas responsable. Et si mon nom apparaît? Un silence. Alors il vous faudra prouver que vous n'avez jamais donné votre accord. Rassemblez tous vos documents. Email. Relevé. Contrat. Tout. Compris. La vérité ne se protège que lorsqu'elle est documentée. Je me suis mise au travail immédiatement. Le soir même, un message de Sophie est arrivé. Un selfie. Elle souriait. Mais ses yeux trahissaient la panique. Claire, s'il te plaît. Papa dit que tu peux régler ça. J'ai fait une erreur. Mon cœur s'est glacé. Sous la photo, une miniature de document apparaissait. Déclaration fiscale 2021 C. Martin, PDF. Je l'ai ouverte. Mon nom figurait en première page. En tant que co-signataire. Je n'avais jamais vu ce document. Jamais. Je suis restée immobile. Plus de choc. Plus de tristesse. Juste une colère froide. Le lendemain, j'ai retrouvé Maître Keller dans son cabinet. Il a étudié le document attentivement. Votre signature a été copiée. Il a tapoté le papier. Cela entre dans le cadre de la falsification de documents officiels. C'est pénal. Qu'est-ce que je dois faire? Ne rien précipiter. Si le fisc vous contacte, dites simplement que vous attendez un conseil juridique. Et mes parents? Il a levé les yeux vers moi. Ils ont franchi une ligne. De retour chez moi, j'ai fouillé dans mes archives. 3 ans de relevés bancaires. 3 ans d'emails. Chaque détail comptait. Dans un vieux classeur, j'ai trouvé une copie de virement. 5 000 € à Sophie. Motif, soutien. Je me souvenais. Elle disait vouloir lancer une start-up. Aujourd'hui, je comprenais. L'argent n'avait pas servi à créer quoi que ce soit. Il avait comblé un trou. Un trou fiscal. Je suis retournée voir Maître Keller avec l'ensemble des documents. Il a tout classé méthodiquement. Madame Martin, c'est plus sérieux que vous ne le pensez. Si votre père a utilisé votre identité à plusieurs reprises, nous parlons de fraude systématique. J'ai hoché la tête. Je ne veux pas régler ça en famille. Il m'a observé quelques secondes. Êtes-vous prête à aller jusqu'au bout? J'ai pensé à l'hôpital. Au silence. À la photo au lac. Oui. Le soir, ma mère a appelé. J'ai décroché. Claire, ton père est désespéré. Il voulait juste gagner du temps. A-t-il falsifié ma signature? Un silence. Puis, presque inaudible. Oui, mais il comptait rembourser. Ce n'est pas une question d'argent. Si tu vas à la police, tu détruiras tout. Je me suis redressée. Vous avez déjà détruit quelque chose. J'ai raccroché. Et cette fois, je ne ressentais plus rien. Ni rage. Ni tristesse. Seulement une certitude. Cette nuit-là, j'ai rédigé un rapport. Pas un message émotionnel. Pas un règlement de compte. Juste des faits. Des dates. Des montants. Des preuves. En bas de la dernière page, j'ai écrit une seule phrase.
La vérité n'a pas besoin de vengeance. Elle a besoin de lumière. Le lendemain matin, je me suis rendue en centre-ville en S-Bahn. Le ciel était pâle. Les passagers buvaient leur café sans lever les yeux. Personne ne savait que je laissais derrière moi la dernière illusion de ma famille. Devant le cabinet de Maître Keller, mon téléphone a vibré. Un message de mon père. Claire, s'il te plaît. Nous sommes au commissariat. Ne dis rien contre nous. J'ai verrouillé l'écran. Et je suis entrée. 3 jours plus tard, mon téléphone a sonné. C'était Maître Keller. Sa voix était aussi posée que d'habitude, mais je sentais que quelque chose avait changé. Madame Martin, le parquet de Munich a ouvert une enquête. Vous serez convoquée comme témoin. Je suis restée silencieuse quelques secondes. Et mes parents? Ils sont officiellement soupçonnés de falsification de documents et de fraude fiscale. Ne les contactez plus directement. Tout doit passer par voie légale. Je me suis entendue répondre. Je suis calme. Et c'était vrai. Le jour de la convocation, le bâtiment du parquet sentait le papier ancien et le désinfectant. Je portais un blazer gris simple. Aucun bijou. Aucune tentative d'impressionner. Dans une salle aux parois vitrées m'attendait l'enquêtrice, Madame Schwartz. 45 ans environ. Regard droit. Voix neutre. Maître Keller était assis à côté de moi, les dossiers soigneusement classés devant lui. Madame Martin, vous savez pourquoi vous êtes ici? Oui. À cause de l'entreprise de mon père. Elle a hoché la tête. Nous devons comprendre dans quelle mesure votre nom a été utilisé. J'ai posé les copies des documents sur la table. Ces formulaires portent ma signature. Mais je ne les ai jamais vus. La signature numérique a été copiée. Elle a examiné les feuilles avec précision. Votre documentation est très complète. Je travaille dans la finance, ai-je répondu simplement. Elle m'a regardé quelques secondes de plus. Avez-vous encore des contacts avec vos parents? Uniquement par l'intermédiaire des avocats. Maître Keller a ajouté calmement. Ma cliente a remis l'ensemble des originaux. Nous demandons une expertise forensique des signatures. Madame Schwartz a refermé le dossier. Ce sera fait. Une semaine plus tard, la lettre est arrivée. Je l'ai ouverte debout, dans la cuisine. Le rapport d'expertise confirmait. Signature copiée techniquement. Authenticité, 0%. Je me suis assise. Aucune victoire. Aucun soulagement spectaculaire. Juste une respiration plus profonde. C'était officiel. Je n'avais pas imaginé. Je n'avais pas exagéré. Il l'avait fait. Le téléphone a sonné le soir même. Ma mère. J'ai hésité. Puis j'ai décroché. Claire, tu dois arrêter ça. Ton père est malade d'inquiétude. Il aurait dû être inquiet avant de falsifier ma signature. Il voulait nous protéger. Les impôts étaient trop lourds. Il a utilisé mon nom. On ne voulait pas que tu aies des problèmes. Un rire m'a échappé, presque fatigué. C'est exactement ce qui est arrivé. Silence. Puis j'ai raccroché. 2 semaines plus tard, j'ai reçu une convocation pour une confrontation officielle. Une salle blanche. 2 tables face à face. Mes parents étaient assis de l'autre côté. Mon père semblait plus vieux. Ses mains tremblaient légèrement. Ma mère fixait le sol. Madame Schwartz a ouvert le dossier. Monsieur Martin, vous êtes accusé d'avoir falsifié des documents fiscaux et d'avoir utilisé le nom de votre fille comme co-signataire. Souhaitez-vous vous exprimer? Il a serré les mâchoires. Je voulais protéger ma famille. Je l'ai regardé calmement. De qui? Il a levé les yeux vers moi. Du fisc, de la honte, de toi. Je me suis penchée légèrement en avant. La honte ne vient pas des lois. Elle vient des mensonges. Il a détourné le regard. Ma mère a commencé à pleurer doucement. Madame Schwartz a refermé le dossier. Les preuves sont claires. L'enquête sera transmise au procureur. Personne n'a ajouté un mot.
Je me suis levée. Avant de sortir, j'ai dit. J'espère que vous choisirez enfin l'honnêteté. Pas pour moi. Pour vous. Puis j'ai quitté la pièce. Dehors, la pluie tombait encore sur Munich. Maître Keller marchait à côté de moi. Vous avez été très clair, a-t-il dit. Pas un mot de trop. Je lui ai répondu. Je voulais qu'ils entendent ce que signifie le silence. Il a hoché la tête. Ils l'ont entendu. Sur le chemin du retour, j'ai traversé la ville à pied. De la Karlsplatz jusqu'à l'Isar. Le ciel était bas. L'eau grise, mais calme. Je pensais à toutes ces années où j'avais essayé d'être la fille parfaite. La salariée parfaite. La personne fiable. On peut être irréprochable. Et quand même invisible. Ce soir-là, j'ai compris une chose. La force ne se mesure pas au bruit qu'on fait. Elle se mesure à ce qu'on refuse d'accepter. En rentrant, mon téléphone vibrait encore. Un message de Sophie. Je sais que tu es en colère, mais peut-être qu'on avait besoin de ça. Je n'ai pas répondu. Je regardais les passants dans le métro. Fatigués. Silencieux. Chacun enfermé dans son propre monde. La justice n'est pas un moment spectaculaire. C'est la fin d'un long silence. Le jour du procès est arrivé plus vite que je ne l'avais imaginé. Un lundi matin de septembre. L'air était frais. Le ciel parfaitement clair, comme si la ville voulait ignorer ce qui allait se jouer à l'intérieur du tribunal. Devant l'Amtsgericht de Munich, quelques journalistes attendaient. Pas de foule. Pas de scandale spectaculaire. Juste des murmures et le froissement du papier. Maître Keller marchait à côté de moi, calme, son attaché-caisse à la main. Prête ? M'a-t-il demandé. Oui. Et cette fois, je ne mentais pas. La salle d'audience sentait le bois et la poussière ancienne. La juge, Madame Reinhard, est entrée sans mise en scène. Voix claire. Regard ferme. Nous ouvrons l'audience contre Philippe et Hélène Martin pour falsification de documents et fraude fiscale. Mon père a levé la tête. Comme s'il espérait encore que tout cela disparaisse. Je suis restée assise au premier rang, les mains jointes. La procureure a pris la parole. Les accusés ont, sur plusieurs années, transmis des déclarations fiscales falsifiées et utilisé le nom de leur fille comme co-signataire. Nous démontrerons que ces actes étaient conscients et organisés. Les mots tombaient avec précision. Sans colère. Sans émotion. Juste des faits. Puis la juge a prononcé. Madame Claire Martin, veuillez vous avancer à la barre. Je me suis levée. Chaque pas semblait résonner plus fort que les autres. Madame Martin, quand avez-vous découvert que votre nom apparaissait sur ces documents? Il y a environ un mois, grâce à un message de ma sœur. Je n'avais jamais vu ces formulaires auparavant. Comment avez-vous réagi? J'ai rassemblé les preuves et contacté un avocat. La juge m'a regardé attentivement. Pourquoi ne pas avoir d'abord parlé à votre famille? La salle était silencieuse. Parce que je savais qu'il mentirait. Un léger murmure a parcouru la pièce. La procureure a présenté l'expertise. La signature numérique a été copiée. Authenticité, 0%. Les flux financiers issus des fausses déclarations ont été transférés sur des comptes privés appartenant aux accusés. Mon père a murmuré quelque chose, presque inaudible. La juge l'a fixé. Monsieur Martin, souhaitez-vous vous exprimer? Il a respiré profondément. Je voulais juste mettre de l'ordre. Les impôts nous auraient ruinés. Et pour cela, vous avez utilisé le nom de votre fille? Il s'est tourné vers moi. Je pensais que tu comprendrais. Je l'ai regardé droit dans les yeux. J'ai compris. Mais comprendre ne signifie pas excuser. Ma mère a commencé à pleurer doucement. Je ne savais pas tout, j'ai signé parce que je lui faisais confiance. La procureure a répondu calmement. La confiance ne supprime pas la responsabilité. La juge a noté quelque chose. C'est exact. Maître Keller s'est levé.
Madame la Présidente, ma cliente n'a jamais été informée ni impliquée. Elle a coopéré pleinement avec l'enquête et fourni tous les documents nécessaires. La juge a hoché la tête. Cela est consigné. Puis elle a annoncé une suspension. 20 minutes. 20 minutes où personne ne parlait. Mon père me regardait comme s'il cherchait encore une issue. Je ne voyais plus un père. Je voyais un homme face aux conséquences. Quand la juge est revenue, la salle s'est levée. Au nom du peuple? Les mots ont suivi, précis, irréversibles. Philippe Martin. 2 ans et 3 mois de prison avec sursis. Hélène Martin. 1 an avec sursis pour complicité. Remboursement intégral des dettes fiscales. Un murmure discret a traversé la salle. Puis la juge a ajouté, en me regardant. Madame Martin, vous avez agi correctement. Le tribunal vous remercie pour votre coopération. J'ai simplement incliné la tête. Aucune joie. Aucun triomphe. Juste une ligne claire tracée entre le passé et l'avenir. À la sortie, les journalistes ont posé quelques questions. Je n'ai pas répondu. Maître Keller s'est arrêté près des marches. Le chapitre juridique est clos. Peut-être juridiquement, ai-je répondu. Pas émotionnellement. Il m'a regardé. Les émotions guérissent plus vite quand on cesse de les nourrir. Un léger sourire est apparu sur mes lèvres. Alors je vais arrêter de les nourrir. Nous nous sommes serrés la main. Dans le métro, mon téléphone a vibré. Un message de Sophie. Je sais que tu as fait ce qu'il fallait. Peut-être qu'on avait besoin de ça. Je n'ai pas répondu. Je regardais les passagers autour de moi. Fatigués. Silencieux. La justice ne fait pas de bruit. Elle met simplement fin à un long mensonge. En rentrant chez moi, j'ai ouvert la fenêtre. L'air du soir était frais. Le ciel teinté de rose. Je me suis préparé un thé. Puis j'ai écrit dans mon carnet. Je n'ai rien perdu. J'ai simplement cessé de porter ce qui ne m'appartenait pas. Pour la première fois depuis des mois, le silence ne me faisait plus peur. Il ne pesait plus. Il m'appartenait. 3 mois après le jugement, le bruit est retombé. Plus d'appels du tribunal. Plus de journalistes devant le bâtiment. Plus de regards insistants au bureau. Seulement le quotidien. Je me levais à 7 heures. Je prenais le même métro. Je buvais mon café dans la même tasse blanche. Rien n'avait changé. Et pourtant, tout était différent. La routine n'était plus une fuite. Elle était un choix. Au travail, personne ne parlait vraiment du procès. Un matin, mon supérieur m'a simplement dit. Madame Martin, respect. Vous avez fait preuve de caractère. J'ai hoché la tête. Il n'y avait rien d'autre à ajouter. En novembre, une lettre est arrivée. Pas d'expéditeur. Mais je reconnaissais l'écriture. Ma mère. Claire, ton père a commencé à rembourser les dettes. Il travaille quelques heures par semaine dans un cabinet. Nous savons que tu ne veux plus de contact. Je voulais juste que tu saches que nous essayons de réparer. J'ai posé la lettre sur la table. Comprendre n'est pas pardonner. Mais c'était un mouvement. Un début de responsabilité. Et cela suffisait pour aujourd'hui. Un samedi, j'ai pris le train pour Garmisch. J'avais besoin de distance. De montagne. De silence qui ne juge pas. La neige couvrait les sommets. L'air sentait le bois et le froid. Dans un petit café près de la gare, un couple âgé était assis à côté de moi. Ils parlaient doucement. Ils riaient. Leurs mains se cherchaient naturellement sur la table. Je me suis surprise à sourire. La famille n'a pas besoin d'être parfaite. Elle a seulement besoin d'être honnête. De retour à Munich, j'ai mis à jour le dossier pour Maître Keller. Une simple synthèse. Remboursement commencé. Aucun contact direct. Situation professionnelle stable. Puis mon stylo s'est arrêté. J'ai ajouté une dernière ligne. Je suis libre. J'ai refermé le classeur. Non pas comme un souvenir. Mais comme une fin.
En décembre, mon oncle André, le frère de mon père, m'a appelé. Claire, Noël approche. Tu veux venir? J'ai hésité. Peut-être l'année prochaine. Il a ri doucement. Tu dis ça chaque année. Cette fois, je le pense. Après avoir raccroché, je suis sortie sur le balcon. La ville brillait sous les lumières d'hiver. Silencieuse. Froide. Vivante. Je repensais à l'année écoulée. À l'hôpital. Au tribunal. À la trahison. Rien de tout cela ne m'avait brisé. Cela m'avait façonné. Plus tard, j'ai ouvert mon carnet. J'y ai écrit. La justice ne signifie pas que quelqu'un perd. Elle signifie que l'on peut enfin se tenir debout. J'ai posé le stylo. En bas de l'immeuble, quelqu'un jouait du piano, doucement. Une mélodie simple. Fragile. Pour la première fois depuis longtemps, le silence n'était plus vide. Il était mérité. Je me suis glissée dans mon lit, la fenêtre entr'ouverte sur l'air froid. La vie ne m'avait pas offert d'excuses. Mais elle m'avait offert une direction. Et cette fois, c'était moi qui choisissais où aller. Merci d'avoir suivi une histoire aussi longue, jusqu'au bout. Si elle vous a touché, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu, de vous abonner et de partager autour de vous. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle histoire encore plus intense.